Et si la véritable bataille échappait à nos regards? Et si ce que nous croyons être le front n'était en réalité que la surface d'un conflit bien plus vaste, où chaque choix invisible prépare le terrain des victoires ou des effondrements à venir? 13 octobre. Sur le front ukrainien, la tension atteint son paroxysme. Les décisions se prennent à une vitesse vertigineuse. Chaque jour pourrait faire basculer tout le conflit. Dans les salles de commandement, les cartes changent minute après minute. Les chefs militaires n'ont parfois qu'une poignée de secondes pour valider un ordre qui engagera le destin de milliers de soldats et de civils. Cette fébrilité, cette urgence, rappellent les heures les plus sombres des grandes batailles du XXe siècle, où tout pouvait se jouer sur un télégramme ou un appel radio intercepté. Au cœur de ce tumulte, Pokrovsk devient soudain l'épicentre d'un risque inédit. Le commandement ukrainien tente un pari extrême. Il retire ses ultimes réserves du Nord pour les concentrer ici, quitte à exposer d'autres secteurs. Un choix qui menace de bouleverser non seulement la région, mais la stratégie nationale tout entière. À l'image de la bataille de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale, où les Soviétiques avaient massé leurs forces au prix de l'abandon de territoires périphériques, les Ukrainiens prennent le risque de tout perdre ailleurs pour sauver ce point critique. Pourtant, pendant que tous les regards convergent vers cette ville, une autre bataille, plus sournoise, fait rage. Une guerre silencieuse cible la logistique et l'énergie. Les voies ferrées, les dépôts de carburant, les lignes électriques deviennent les principales victimes des frappes russes. Leur destruction ne désorganise pas seulement l'armée. Elle compromet la vie quotidienne de millions de civils et plonge l'économie ukrainienne, déjà fragile, dans la tourmente. On se souvient du blocus de Leningrad, où la coupure des routes et des lignes ferroviaires avait plongé la ville dans la famine et la désolation. L'enjeu dépasse largement la prise d'une ville. Il s'agit de la stabilité du front, de la survie économique, de la sécurité de la population et de la crédibilité internationale du pays. Perdre ces réseaux vitaux, c'est ouvrir la voie à un effondrement en cascade, loin des caméras, mais tout aussi brutal que les combats ouverts. Imaginez un château de cartes. Retirer une seule base, et c'est toute la structure qui s'effondre. À cette menace s'ajoute une escalade technologique qui inquiète jusqu'aux alliés occidentaux. Les dernières attaques de missiles russes montrent qu'ils parviennent désormais à contourner certains boucliers antimissiles occidentaux. Cela déplace la menace et pose une question pressante. Combien de temps Kiev pourra-t-elle résister? Cette interrogation rappelle celle que se posaient les Londoniens lors du Blitz, quand les V1 et V2 tombaient sur la capitale britannique malgré les efforts de la DCA. Ce soir, la guerre déborde du champ de bataille. Elle se joue dans la logistique, l'énergie, la technologie. Les enjeux n'ont jamais été aussi vitaux, ni les risques aussi imminents. Les stratèges le savent. Les batailles modernes se gagnent autant avec des réseaux qu'avec des canons. Plongeons à Pokrovsk, là où chaque choix risque de tout faire basculer. Pour comprendre ce qui se joue véritablement, il faut s'immerger dans le quotidien de la ville. Sur place, chaque minute compte, chaque ressource devient précieuse. La vie s'organise autour des alertes, des coupures et des files d'attente. Les habitants réapprennent à survivre sans confort, dans une ambiance de siège permanent. Pokrovsk. Ce nom résonne comme un dernier rempart pour l'Ukraine. Ici, il se joue bien plus qu'une bataille locale. L'avenir même de l'Est du pays se trouve suspendu à ce front. Des familles entières, parfois originaires de Donetsk ou de Louhansk, voient dans la défense de Pokrovsk la dernière chance de ne pas devoir tout abandonner une seconde fois. L'état-major ukrainien considère désormais cette zone comme vitale. Si Pokrovsk tombe, les Russes pourraient s'engouffrer dans le Donbass, menacer des villes majeures et peut-être faire basculer l'ensemble du conflit à l'Est. C'est un scénario qui rappelle la chute de Debaltseve en 2015, où la perte d'un nœud ferroviaire a permis une avancée rapide des troupes séparatistes. Face à l'urgence, Kiev prend une décision lourde de conséquences, envoyer en renfort ses troupes les plus aguerries, celles venant de Soumy et de Tchernihiv. Ces soldats quittent leur position dans le nord, laissant derrière eux des régions déjà fragiles. Les colonnes de blindés traversent des centaines de kilomètres, exposées aux frappes et aux embuscades, dans une course contre la montre pour arriver à temps sur la ligne de front.
Ce déplacement n'est pas sans risque. En affaiblissant le nord, Kiev ouvre potentiellement une porte aux forces russes. Soumy et Tchernihiv voient leur défense se clairsemer, offrant à l'ennemi une occasion de lancer des offensives inattendues. Un tel mouvement rappelle la campagne de France en 1940, lorsque la concentration des forces françaises dans le nord-est a permis aux Allemands de percer ailleurs via les Ardennes. Si les Russes exploitent cette brèche, ils pourraient tenter de couper les lignes logistiques vitales du pays. La chute du Nord entraînerait un effet domino, menaçant la capacité de résistance de toute l'Ukraine. Lorsque Napoléon a lancé sa campagne de Russie, il a négligé les arrières logistiques. La suite, on la connaît, un désastre militaire dû autant à la faim et au froid qu'aux combats eux-mêmes. C'est un pari, sacrifier le Nord pour sauver l'Est. Mais ce choix pourrait précipiter une débâcle où la perte d'une seule région entraînerait la chute de plusieurs autres. Chaque heure qui passe pèse lourdement sur le destin du pays. Dans les états-majors, les cartes sont sorties. Les analystes scrutent les moindres mouvements, chaque village perdu devenant une alerte rouge sur les écrans. Pourtant, au-delà du fracas des armes, une autre bataille, silencieuse mais tout aussi cruciale, s'intensifie. Celle qui vise à frapper la logistique, l'énergie et la capacité de survie de l'Ukraine. C'est la guerre des réseaux, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui détruit tout sur son passage. À mesure que les combats font rage, les frappes russes redoublent d'intensité contre les infrastructures vitales. Loin des tranchées, la population civile paie déjà le prix de cette nouvelle guerre de l'ombre. À Kharkiv, Odessa, Lviv, les alertes se multiplient, les explosions résonnent parfois à plusieurs dizaines de kilomètres du front. Quand la pluie s'abat, elle ne tombe plus simplement du ciel. Elle devient une arme. Depuis plusieurs jours, des trombes d'eau noient l'est de l'Ukraine. Les routes secondaires se transforment en bourbiers où camions et blindés s'enlisent, prisonniers de la boue noire du Tchernosium. Les grandes artères, encore praticables, deviennent des corridors mortels, surveillés sans relâche par l'œil froid des drones. Cette météo rappelle la campagne de Russie en 1941, où la Rasputitsa avait cloué au sol les convois allemands, rendant toute manœuvre impossible. Chaque mètre perdu sous la pluie ralentit l'armée ukrainienne. Les colonnes, jadis mobiles, peinent à se dégager ou à replier. C'est la météo, désormais, qui impose son rythme au front, figeant des dizaines de véhicules, clouant parfois des bataillons entiers sur place. Les soldats racontent comment ils passent des nuits entières à tenter de sortir un camion embourbé, sous la menace constante de tirs d'artillerie. Mais la pluie n'est pas la seule ennemie. La Russie, méthodique, frappe la logistique ukrainienne avec une précision redoutable. Les nœuds ferroviaires sont visés, les dépôts d'approvisionnement pulvérisés, les sous-stations électriques détruites à coups de missiles. Pas un entrepôt de munitions, pas une centrale de distribution, pas une gare de triage n'est épargnée. À Bakhmout, un dépôt de carburant a explosé, privant toute une brigade de ravitaillement pour plusieurs jours. Le coût humain et matériel est colossal. Des dizaines de locomotives, parfois anciennes d'un siècle et irremplaçables, sont réduites à l'état de carcasse. Chaque train perdu, c'est une veine logistique qui se tarit. Le réseau ferroviaire, colonne vertébrale du pays, ploie sous les coups, laissant soldats et civils sans ressources vitales. L'Ukraine, comme la Russie, dépend d'un réseau ferré hérité de l'époque soviétique, où chaque tronçon est vital pour relier l'Est et l'Ouest. L'étau logistique se resserre. Évacuer les blessés devient un casse-tête. Parfois, c'est impossible. Des villages entiers, coupés d'électricité et d'aide, sombrent dans l'isolement. Jamais le risque de rupture totale du ravitaillement n'a été aussi concret. À Izium, des familles attendent des jours entiers l'arrivée d'un camion d'aide humanitaire qui n'arrive jamais, bloqué à des checkpoints ou détruit par une frappe ciblée. Chaque camion détruit, chaque ligne coupée, c'est une vie qui bascule, pour les soldats, pour les familles, pour le pays tout entier. La logistique, invisible mais cruciale, pulse au cœur de la résistance ukrainienne. Sans elle, aucune contre-attaque n'est possible, aucune évacuation ne peut être menée à bien. En arrière-plan, une guerre d'usure silencieuse s'installe. Chaque perte, chaque délai, ronge le moral et la capacité de défense.
Ici, le temps, la météo et la technologie pèsent autant que la bravoure. Les soldats racontent comment ils doivent improviser, réparer des véhicules à la main faute de pièces, utiliser des vélos ou même des charrettes pour acheminer des blessés. Mais cette guerre d'attrition ne s'arrête pas à la ligne de front. Elle s'immisce dans la vie quotidienne, bouleversant l'avenir des Ukrainiens ordinaires. Les civils deviennent les premières victimes d'une stratégie qui vise à rendre la vie insupportable. Dans les villes et villages, la population commence à ressentir le contre-coup de cette guerre invisible. Les coupures de courant et la pénurie de ressources imposent de nouveaux sacrifices à tous. Les écoliers font leur devoir à la lumière des bougies. Les commerces installent des groupes électrogènes quand ils le peuvent. Quand l'électricité disparaît, c'est toute une société qui chancelle. À Nijin, Belgorod-Dniestre et Odessa, d'immenses coupures d'électricité et d'eau plongent des centaines de milliers de personnes dans une obscurité glaciale. Dans les appartements, le froid s'installe, les téléphones meurent, et chacun surveille la moindre goutte d'eau potable, attendant, anxieux, le retour du courant avant la nuit. Les files d'attente devant les puits ou les points de distribution d'eau rappellent celles qu'on voyait à Sarajevo durant le siège, ou plus récemment à Alep. Ce n'est pourtant qu'un avant-goût. Sans courant, les trains s'immobilisent. Le vaste réseau ferroviaire ukrainien, essentiel pour évacuer les civils ou acheminer vivres et médicaments, s'arrête brutalement. Les gares se transforment en salles d'attente silencieuses, où des familles espèrent un train qui ne viendra peut-être jamais. Sur les routes, les camions d'aide s'entassent, freinés par le manque de carburant ou la menace des frappes. À l'exemple du siège de Mariupol, où l'absence de ravitaillement a transformé chaque jour en lutte pour la survie. Dans les hôpitaux, la catastrophe prend corps. Les générateurs de secours, prévus pour tenir seulement quelques heures, peinent à alimenter blocs opératoires et respirateurs. Les médecins font des choix impossibles, tenter de sauver un blessé ou préserver un peu d'énergie pour la prochaine urgence. Faute de lumière ou d'eau stérile, des opérations sont repoussées, certains traitements abandonnés. À Kherson, des accouchements se font désormais à la lampe frontale, sous la menace du prochain bombardement. Ce quotidien pèse sur les civils, mais aussi sur les soldats. L'angoisse de manquer de nourriture, de soins ou d'informations isole et use les esprits. Le moral s'effondre, la confiance envers les autorités vacille. Comment croire encore à la victoire si l'on ne peut même plus appeler ses proches ou chauffer un repas? Les services vitaux s'effondrent, la panique menace. Certains pensent à fuir, d'autres s'organisent pour survivre, mais tous ressentent la morsure de l'abandon. L'exode guette, la cohésion sociale se délite, la résistance fléchit à mesure que chaque geste quotidien devient une épreuve. Dans certains villages, des conseils citoyens improvisent des systèmes de rationnement, d'autres organisent des veillées pour se réchauffer ensemble. Face à cette déchirure, la question n'est plus uniquement militaire. C'est tout le tissu humain et économique qui menace de s'effondrer sous la pression invisible d'une guerre logistique implacable. Les sociétés modernes, habituées au confort, redécouvrent la fragilité de leur quotidien. Dans ce chaos, chaque coupure, chaque rationnement, devient une bataille de plus à livrer. Pourtant, un autre front, plus discret, se dessine déjà. L'affrontement pour garder vivants les réseaux les plus essentiels. Les ingénieurs de l'électricité deviennent des héros du quotidien, risquant leur vie pour réparer une ligne sous la menace des drones. Les missiles russes ne frappent plus seulement la ligne de front. Désormais, c'est la colonne vertébrale du pays qui vacille. Une nouvelle ère de guerre technologique s'ouvre. Les tanks et l'artillerie s'effacent devant des armes invisibles, capables de paralyser l'infrastructure vitale au cœur du territoire. Les cyberattaques se multiplient, visant les systèmes de commande des centrales et des hôpitaux. La Russie utilise une génération inédite de missiles, aux trajectoires imprévisibles et équipés d'ogives multiples. Ces projectiles contournent les défenses, saturent les radars et sèment la panique dans les centres de surveillance. Les systèmes occidentaux, jugés infaillibles il y a 12 mois, révèlent à présent leurs failles face à cette évolution brutale. La technologie évolue, et avec elle, la dynamique des combats. Les experts notent l'usage croissant de drones kamikazes, capables de frapper une cible précise même après plusieurs tentatives d'interception. Les cibles changent,
ce ne sont plus seulement les dépôts de munitions ou les bases logistiques. Désormais, les centres de commandement, les nœuds de communication et les postes d'état-major deviennent vulnérables. L'afflux de spécialistes étrangers dans les salles d'opération atteste de la complexité croissante du conflit. Chaque seconde compte pour contrer la sophistication russe. À Kiev, des équipes mixtes ukrainiennes et occidentales travaillent jour et nuit pour adapter les logiciels de défense anti-aérienne. La stratégie est claire: épuiser, désorganiser, démoraliser. Plutôt que de tout détruire d'un coup, la Russie cherche à éroder la capacité de résistance ukrainienne, frappe après frappe. Couper l'électricité, priver de carburant, désarticuler la chaîne de commandement. Chaque attaque vise à saper la résilience nationale et à semer le doute parmi les décideurs. On retrouve ici la logique des guerres de la modernité, où l'information, le carburant et l'énergie deviennent des objectifs aussi importants que les territoires. Ce bouleversement technologique va bien au-delà du seul plan militaire. Il menace de redéfinir l'équilibre du champ de bataille, mais aussi de provoquer des secousses politiques à l'échelle mondiale. Si la supériorité technologique change de camp, c'est l'issue même de la guerre qui pourrait être remise en cause. Les alliés occidentaux s'inquiètent, multipliant les réunions d'urgence pour ajuster leur livraison de matériel et de technologie. Reste à mesurer concrètement ce que cela implique pour l'Ukraine et pour tous ceux qui suivent ce conflit au plus près. C'est un test de résilience inouïe, dont les leçons dépasseront largement les frontières actuelles du conflit. Face à ces mutations, chaque décision prise à Kiev ou à Moscou pèse désormais plus lourd que jamais. Les enjeux dépassent le champ militaire. Ils influencent la vie quotidienne, l'économie et la cohésion d'un pays tout entier. L'histoire regorge d'exemples où la logistique, plus que la puissance de feu, a fait la différence. La Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam ou plus récemment la Syrie. Le prochain tournant ne se jouera peut-être pas sur une carte ou par des mouvements de troupes spectaculaires. Il se décidera dans l'ombre, là où la logistique devient la colonne vertébrale de la survie. Ce n'est plus seulement une guerre de position, c'est une lutte acharnée pour maintenir en vie l'invisible réseau qui fait tenir un pays debout. Les ingénieurs, les chauffeurs, les logisticiens deviennent les soldats de la nouvelle ère. Les lignes de front bougent, mais c'est l'effondrement silencieux de la logistique et de l'énergie qui menace en arrière-plan. Une panne de courant, une voie ferrée coupée, une route anéantie, autant de failles invisibles qui risquent d'accélérer la chute plus sûrement que la perte d'une ville. En 2004, lors de la crise du Darfour, ce sont les routes coupées qui ont causé la famine, plus que les armes. Comprendre ces enjeux, c'est anticiper la guerre de demain, bien au-delà des champs de bataille visibles. Les frappes sur les infrastructures, l'asphyxie des réseaux, la paralysie de l'énergie, tout cela vise à briser la résilience d'une nation. L'objectif n'est plus seulement militaire, il est de rendre le quotidien invivable pour des millions de civils, de miner l'économie jusqu'à l'os, d'épuiser la société. Les analystes parlent désormais de guerre hybride totale, où tout est cible, tout est arme. Dans cette bataille, ce ne sont plus les chars ni les missiles qui décident du sort d'un pays, mais la capacité à réparer, à distribuer, à improviser, à tenir malgré tout. Un pays qui ne peut plus transporter de vivres, de munitions ou d'espoir risque la défaite sans même avoir perdu au combat. À Grozny, en Tchétchénie, ce sont les coupures de ravitaillement qui ont accéléré la chute de la résistance locale. Pour l'Ukraine, chaque coup porté à la logistique est une fissure de plus dans la digue. Les routes coupées, les trains à l'arrêt, les réseaux électriques détruits pèsent sur le moral, sur la continuité de l'État, sur la faculté de résister. L'histoire l'a prouvé. Bien des armées solides se sont écroulées, non à cause d'une bataille, mais faute de pain, de chaleur, de raison d'y croire. À Stalingrad, le blocus avait plus fait pour affaiblir la garnison que les assauts répétés. C'est cette guerre silencieuse, méthodique, que la Russie intensifie chaque jour et qui, lentement, ronge l'arrière du front ukrainien. Les nuits sans lumière, les hivers sans chauffage, les étagères vides, les évacuations forcées deviennent le quotidien de millions de civils. L'économie ploie sous les usines arrêtées, les récoltes perdues, les chaînes d'approvisionnement brisées. L'armée doit se battre pour chaque convoi, chaque livraison,
sous la menace constante des frappes ou de la boue. Les images de files de camions, embourbés ou détruits, rappellent celles de la débâcle française de 1940. Mais cette nouvelle logique ne s'arrête pas à l'Ukraine. Elle interroge la capacité de toutes les sociétés à survivre à des chocs majeurs sur leurs infrastructures vitales. Sommes-nous, où que nous soyons, prêts à endurer une telle guerre invisible? Désormais, la résilience logistique n'est plus un luxe, mais une question de survie. Les gouvernements occidentaux commencent à revoir leurs plans d'urgence, leurs stocks stratégiques, et encouragent les entreprises à renforcer leur cybersécurité. La guerre en Ukraine révèle une vérité brutale. La modernité a rendu nos sociétés puissantes, mais aussi vulnérables. Une seule panne généralisée, une coupure de ligne, une paralysie des routes, et tout vacille. Les batailles montrées à la télévision ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai combat se joue dans l'ombre, là où la capacité d'un peuple à vivre, à tenir, à espérer, se mesure chaque jour, même quand tout semble perdu. Tirer les leçons de cette guerre, c'est comprendre que la sécurité d'un pays ne se jauge plus seulement à la taille de son armée. Elle dépend de la force de ses réseaux logistiques, de l'ingéniosité de ses citoyens, de la solidarité de sa société. C'est cela, le défi du XXIe siècle. Survivre à la guerre invisible, celle qui vise le cœur même de notre quotidien. Quels enseignements peut-on en tirer, concrètement? Premièrement, chaque État doit investir dans des plans de résilience, en diversifiant ses sources d'énergie, en développant des réseaux alternatifs, en formant ses citoyens aux situations de crise. Deuxièmement, il est essentiel d'entretenir une culture de la réparation et de l'entraide. Savoir réparer une ligne électrique, organiser une chaîne d'approvisionnement locale, se préparer à vivre sans numérique quelques jours. Troisièmement, il faut renforcer les liens entre civils et militaires, car la défense d'un pays ne passe plus seulement par ses casernes, mais par ses écoles, ses hôpitaux, ses usines. Et pour l'Ukraine, le combat continue. Chaque nuit, chaque jour, dans l'ombre ou sous les bombes, la vraie bataille n'a pas toujours l'éclat des grandes offensives. Mais elle se joue, là, à chaque réparation de câbles, à chaque convoi de vivres passés, à chaque acte de solidarité. C'est cette ténacité, invisible mais indomptable, qui pourrait encore écrire l'histoire.